Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter une démo de projet abordant différents points de matière vus dans un cours tel que l'EPEL 1402, ici à l'École Polytechnique de Louvain-la-Neuve. Alors, en quoi consiste ce projet exactement? Imaginez, vous avez un dispositif qui enregistre les résultats d'une expérience et ce dispositif produit à la fin un petit fichier contenant dans chaque ligne un nombre complexe et notre projet consistera à prendre ce fichier comme entrée et avoir un petit programme qui trie tous ces nombres complexes selon un certain critère. Donc, commençons le projet. On initialise un projet, on choisit notre JDK. Ici, le disette va convenir. On va appeler complex sorter. Alors, donc on a notre IDE qui nous a créé notre petit projet. On va pouvoir commencer à coder. Mais tout d'abord, on doit savoir ce qu'on doit coder. Ici, on va d'abord se renseigner sur ce qu'est un nombre complexe. Ici, on voit que un nombre complexe peut être exprimé sous la forme a plus b, où a et b sont des nombres réels et i est un symbole. Alors, on va traduire ça sous la forme de code. Donc, on a un objet matique qui est un nombre complexe, et on va créer, nous, une classe complexe. Ici, on a lu qu'on avait besoin de deux réels, mais ici on va prendre des integers, car ça va être plus simple. Alors, on a A et B, et on a du coup besoin de créer un constructeur qui va justement prendre deux entiers en paramètres. Donc, ici, tis.a égale A, tis.b égale B. Donc, vraiment très simple. Le tis réfère à l'instance. Donc ici, on aura A et B qui seront liés à A et B. Donc on a notre classe et notre constructeur. Maintenant, on va avoir un complexé, on va tester tout ça. Donc on a le keyword new pour instancier la classe complexe et ainsi avoir un objet. Donc on aura 5 et 6. Et du coup, on va afficher dans la console le résultat de C, parce qu'on a obtenu. Et là, on voit que on a ça qui est renvoyé. Alors pourquoi? En fait, c'est très simple. Comme on a une classe ici, tous les, tous les, tous les, toutes les classes en Java ont un comportement par défaut qui est décrit par la classe object ici. Et en fait, on hérite de ces propriétés. Donc là, on va voir les différentes méthodes. Equals. Ici, on a ici. Hop. Voilà. Ici, on a la documentation sur toString, qui est la représentation de l'objet. Donc ici, on voit qu'on a getClass.name. Ici, donc on a complexe. Et alors, on rajoute un arrobas et tout ça. Mais comme on hérite, on peut override la méthode qui est héritée d'object. Et on va le faire tout de suite. Alors, on met toString. Hop. Et alors là, on a même notre IDE qui fait une représentation par défaut. On peut la garder, ou on peut décider simplement d'avoir la nôtre. Alors, ici, on va avoir un string formaté du coup. On va avoir A et B. Et qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On va avoir
hop, plus modulo D fois I. Donc voilà, maintenant, si je rerun mon programme, évidemment, pour retirer les erreurs, on aura du coup une représentation qui est déjà plus agréable pour débugger. Si on a besoin, on a fait une représentation de notre objet. Maintenant que ceci est fait, on va passer à l'étape et le cœur du projet, c'est-à-dire de trier des nombres. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour trier des nombres? Donc déjà il faut avoir une collection de données et on va du coup créer des tests. Donc on aura un array de complexe, on va l'appeler array, on va l'appeler dataset. Dataset c'est parfait. Hop, dataset égale new complex. Voilà, ça c'est comment on déclare un array d'objets en Java. Et on va commencer, on va donner une petite taille de problème, on va faire 32. 32 c'est largement suffisant pour commencer. Et euh, on va alors devoir peupler notre dataset parce que pour le moment, si je fais sout dataset 0, hop, excusez-moi, qui est sur le mauvais bouton, on voit que c'est nul parce qu'on n'a pas initialisé notre array. Donc ici, à la case 0 de notre array, on devrait avoir l'instance d'un objet, mais une instance d'objet complexe, mais on a nul parce qu'on n'a pas encore initialisé notre array. Donc on va le faire tout de suite. Et on va, comme c'est une méthode qui est dans notre projet, qui est, euh, qui est euh, souvent qui est souvent utilisée, on va essayer de faire en sorte que cette fonction, pour peupler un array, soit générique. Donc ici, on n'a pas besoin d'une classe particulière, donc on va coder ça, on va créer une fonction statique, donc où on n'aura pas besoin de l'instance d'un objet pour pouvoir l'appeler, cette fonction. Donc ici, on a public static void, on va l'appeler gen_dataset, voilà, et puis on va vouloir faire en sorte que ça soit générique. Mais comment on fait pour créer une fonction générique? Est-ce qu'on crée une fonction en faisant une surcharge de méthode, par exemple, qui prend integer ici, array, on pourrait même faire directement complexe, et après on va la généraliser, la rendre générique. Donc on va aussi, on va tout d'abord faire la base. Donc là on va faire la boucle qui traverse tout l'array, et on va array i est égal à new. Alors, ah oui, on va pas mettre new. Si, on fait new complexe, voilà. Et on va tout d'abord avoir besoin d'une manière de régénérer un dataset random, juste pour essayer. On crée d'abord l'instance random et puis on fait next int et ici next int. Voilà. Du coup, on va faire des nombres qui sont faciles à lire, entre 100 et 100. Hop. Et on va tester tout ça. Voilà. Donc, assez simple, on popule notre array et on va afficher notre array. Tout d'abord, on doit appeler la fonction genDataset. Ici, dataset. Puis on va afficher dataset. ToString. Comme je vous l'avais dit, ici, on doit utiliser la classe array, qui est une collection de fonctions statiques. Donc ici, on n'a pas besoin de l'instance d'array, de la classe array, c'est juste une fonction statique, toString, qui permet d'afficher un tableau.
parce que sinon on n'aurait pas la représentation comme celle-ci. Donc on voit qu'on a maintenant un array avec toutes nos données. Seulement, maintenant imaginez, j'aimerais trier des entiers au lieu des complexes. Eh ben, je devrais créer une nouvelle fonction, genDataset, et on aurait du coup une surcharge de fonctions qui n'est pas vraiment utile. Parce que au final, on ferait tout le temps la même chose. Donc on va rendre cette fonction générique, ici. On va, on va toujours une fonction statique, ça n'a pas changé. Hop. Et alors on va dire qu'on a besoin d'un type ici. Donc ici, type, ça peut être n'importe lequel. Hop, on a juste besoin de ça. Et alors, du coup, on veut dire que ici on a l'accesseur pour si c'est public, private ou protect. Ici on a si c'est statique ou pas, pour savoir si c'est rattaché à l'instance de la classe ou à la classe elle-même. Ici on a le type de retour, ce sera toujours void, mais on peut renseigner un autre champ, c'est une wildcard. Je pense que ça s'appelle comme ça, qui permet de définir un type générique. Ici on va dire que on a, euh, on a pour t ici et t prendra ce type-là. Donc si je donne un complexe, eh ben t sera de la classe complexe. Et si je donne un array d'integer, eh ben on aura aussi integer. Donc on a généré ça. Seulement, ici, vous voyez, on a un constructeur. Et ce constructeur, ben, il est, c'est pas une fonction déjà. On l'a hardcodé tout ça. Et la façon d'instancier un integer et un complexe, elle est différente. Alors, du coup, on doit faire une fonction qui attribue ici ARI. Alors, comment on fait pour appeler cette fonction? En fait, on peut donner une fonction et faire du higher order. On peut donner une fonction en paramètre. Et la façon dont on le fait, on a supplier t et on va appeler sup. Et en fait, c'est simplement, si on regarde, ici c'est dans Java util fonction. Et en fait, simplement, le supplier a décrit, donc c'est une interface qui décrit, ben, voilà, tous les suppliers doivent implémenter la fonction get. Donc on a juste à appeler get pour savoir comment obtenir notre donnée. Et en fait, il y a différentes suppliers, supplier Java. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes fonctions dans util fonction. Hop. On va voir, par exemple, il y a les bifunctional ici. Et alors là, au lieu de prendre aucun paramètre, ben, on a T, U et R en wildcard. Et vous aurez le plaisir de pouvoir utiliser ça plus tard dans le cours. Ici, donc, c'est simplement, simplement une fonction qui retourne une donnée de type T euh, sans prendre aucun paramètre, sans prendre aucun argument. Bah, du coup, voilà, on a un supplier et bah, du coup, on n'a plus qu'à copier ça. Hop. Et puis, sup.get, voilà. Donc, pas très compliqué. Et on a du coup une fonction qui permet de générer et de populer un array de n'importe quel type. Il faut juste donner un supplier. Ici, on pourrait dire qu'il nous faudrait autre chose, par exemple une fonction qui prend des arguments, mais là, pas besoin. Euh, on va garder ça simple. Donc, ici, on va générer un dataset, ici. Donc, ça, on n'en a plus besoin. Ça, c'était la façon de hardcoder, et on n'a pas généré. On n'a pas rendu ça générique. Donc, ici, on a gen dataset,
Et ça prend un arrêt dataset et après il faut implémenter un supplier, donc avec sa fonction get. Pour ça, hop, le random R, il y a new random, voilà. Donc ici on a déclaré une instance pour random et puis on n'aura plus qu'à l'appeler. Et ici, vous voyez que cette fonction renvoie un complexe. Return new complex et puis r.nextInt. Si on va garder le nombre jusqu'à 100, nextInt 100. Voilà. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a une classe. Donc ici, on a fait un supplier anonyme. On l'a implémenté. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Voilà, tout marche bien. Maintenant, si je voulais retester avec une autre classe, par exemple, ici on fait integer, hop, on va l'appeler d new integer n, puis on va appeler genDataset, on va donner notre array, et puis on va devoir implémenter encore une fois un nouveau supplier. Et ici, on va retourner 0. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ça se grise, donc notre idée, on peut faire encore plus simple comme expression. Et en fait, ici, on peut mettre ça, c'est remplacé par un lambda. Donc, hop, voilà. Maintenant, on va afficher euh, notre tableau. Donc, hop, sout. Donc, arrays.toString de d. Voilà. Et maintenant, on va afficher tout ça. Comme vous pouvez le voir, maintenant, on a un tableau qui est populé que de 5. Donc, vous voyez, comme quoi on a vraiment rendu ça assez générique. Mais ici, comme je dis, si on peut remplacer ça par une fonction qui prend plusieurs paramètres, ainsi de suite, pour le rendre vraiment générique. Parce que là, ça n'en prend aucun. Parce que là, ça serait autre chose. Bon, passons maintenant au cœur du projet. Donc, on a réussi à populer pour faire nos tests. C'est très bien. Je rerun. Ici, on n'a plus besoin de ça. Hop, on simplifie un peu notre code. Maintenant, qu'avons-nous donc besoin? Maintenant qu'on a généré un array, qui sera le résultat d'avoir fait une lecture du fichier. Maintenant, on doit faire notre programme qui permet de trier. Donc, ça, c'est un test. Normalement, il faudrait implémenter un parseur pour le fichier qui est généré par le dispositif de qui permet d'enregistrer les expériences. Mais là, c'est juste un test, donc on n'a pas besoin d'aborder cette partie du programme tout de suite. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, on doit créer encore une fonction qui permet de nous dire si notre programme a bien fait ce qu'il devait faire. Donc, statique, on va faire une fonction qui est statique. Voici, on va la générifier. Elle renvoie un boolean pour dire si notre programme fonctionne ou pas. Et on va l'appeler isSorted. Parce que is, ça veut dire c'est une question. Et sorted, c'est ce qu'on a obtenu. Donc c'est une convention pour nommer des fonctions qui renvoient des booleans. Et ici, qui prend encore un array générique. Et on a besoin de pouvoir dire euh, si c'est plus petit à chaque fois on avance. Donc la logique, ici on va tirer à travers les éléments. On commence à 1. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Moins 1. Et alors ici, du coup, pour chaque élément, if ar.i est plus petit que ar.i-1, et ben si c'est le cas, et ben alors il faut retourner false. Hop.
et sinon on retourne true. Et alors là on voit, oh, ça fait un petit problème ici. Parce que, vous voyez, l'opérateur, cet opérateur ne peut pas être appliqué à un objet de type T et T. Et en fait c'est logique parce que on a une structure de données, mais euh, le compilateur Java ne sait pas euh, comment comparer deux instances de type générique, parce que bah, si on a des integers, bah, c'est leur valeur 5 plus petit que 6, bah, c'est vrai. Par contre, si on a des strings, alors là, comment on fait? Comment on dit que ce string là est plus petit que ça. Bah, quelqu'un pourrait dire, bah voilà, on fait par l'ordre lexicographique. On a d'autres qui pourraient dire, bah, on regarde s'il y a des majuscules ou pas. Et alors il trace un classement. Donc il y a différentes manières de comparer deux objets ensemble. Et en fait, Java, encore une fois, comme pour le toString ici, s'en rend bien compte de ça et propose une interface et des mécanismes, donc ce qu'on appelle un design pattern pour gérer ces cas-là. Alors, ce qu'il nous faut en fait, c'est implémenter un comparateur. Et un comparateur générique qui plus est. Ici, ça on a besoin de C, qui est un comparateur. Et alors ici, on aura simplement à faire c.compare et on aura besoin de array_i plus petit que array_i-1. Et alors, on regarde si c'est plus petit que 0. Ah, ici, excusez-moi, juste une virgule qu'il fallait. Et alors, en fait, la fonction compare, on peut lire la doc. Donc il y a deux arguments qui sont donnés et retourne à un entier négatif quand c'est plus petit, donc que i array i est plus petit. Ça renvoie 0 si c'est égal, et si c'est supérieur, ça renvoie un entier positif. Donc ici, là, si ici i, donc ici ça commence à 1 et du coup 0, donc ça va comparer l'objet à 1 et l'objet à 0, et ben si c'est plus petit, ben, du coup ça veut dire qu'il faut renvoyer false et que c'est pas trié. Donc on va tester notre fonction, on va voir si tout fonctionne, et là comme vous le verrez, on devra faire quelque chose dans le style is sorted. Alors on va aussi afficher le résultat parce que c'est intéressant. Is sorted, et on va hop, et on va devoir créer un nouveau comparateur. Mais comme vous voyez, c'est pas très intéressant de faire ça parce qu'à chaque fois qu'on devra regarder si c'est sorti, on devra utiliser des fonctions qui comparent et tout ça. On devra recréer une instance de la classe comparateur et réimplémenter la fonction. On ne veut pas qu'elle soit anonyme, on veut qu'elle soit bien définie. Mais ce comparateur n'a pas de contexte, donc on va devoir l'instancier une, une fois pour toutes. Et ça, on peut le faire en fait dans la classe complexe, ici. On va faire ça tout de suite. Et on va du coup devoir faire une fonction statique parce que ça n'est pas rattaché à une instance de classe. Ici, si on prend par exemple ce complexe-là, 51 plus 48 fois i, si on prend ce complexe-là, ben, il n'a pas besoin d'un comparateur particulier parce que la façon de comparer ben, ne dépend pas de l'instance. Donc on va créer une fonction statique. Et c'est une fonction statique qui va renvoyer, alors, comparator, qui va renvoyer un comparator. On est bien d'accord. Ici. Et du coup, comment on va trier nos données? Eh ben, on pourrait se dire que on pourrait ici trier un complexe euh, avec ici sa longueur ici. Donc la longueur est représentée par x carré plus y carré avec la racine carrée. Et du coup, bah, on va faire ça, on va essayer de comparer. Après, s'ils sont pas contents, ben, on peut
on peut changer notre comparateur et on n'aura pas grand chose à modifier du programme. Juste implémenter un nouveau comparateur. Hop. Et du coup, on a, voilà, ça. On a notre fonction et qu'est-ce qu'elle renvoie? Ben, elle renvoie un nouveau comparateur. Donc ici, on va faire ce qu'on appelle une variable statique. Mais là, elle ne va pas vraiment varier parce que on n'aura besoin que d'un seul et un seul comparateur à travers tout notre programme. Parce que ça sert à rien d'en générer plusieurs. Donc, on va utiliser un pattern qui est de l'ordre du singleton. Et non seulement un singleton, c'est une classe qui sera vraiment instanciée qu'une seule fois pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. Et on va faire euh, une lazy initialization. Donc, vous voyez qu'on démarre avec un comparateur qui est nul. Et quand on va appeler cette fonction statique, eh ben, if len comp égale nul, bah, ça veut dire euh, qu'on doit initialiser le comparateur. C'est ce que nous allons faire ici, compare. Et comme vous voyez, maintenant on a une fonction compare à faire. Et maintenant, il faut coder la logique de comparaison. Et la logique de comparaison, comme je vous l'ai dit, c'est le modulus du. Donc on a là une longueur pour notre complexe. Et comme vous voyez, ici, on devra comparer les deux longueurs entre eux. Donc on calcule d'abord les deux longueurs du complexe A. Ici, vous voyez, du complexe A ou X. Ici, du complexe Y. Et voilà, on va le faire. Et vous voyez, on a X plus X.A fois X.A plus X.B fois X.B. Et en fait, on peut se dire qu'on doit faire la même chose pour, euh, pour Y. Y.A fois Y.A plus Y.B fois Y.B. Et alors, maintenant on le voit que ici on doit appliquer la square, la racine carrée aux deux termes, donc aux deux termes de la somme ici. Seulement, en fait, par des propriétés, mathématiques, ici, ben, on voit que si on applique la square root à ça et la square root à ça, ben, au final, l'ordre de grandeur ne va pas changer. Donc c'est une opération qui est inutile à faire pour la machine. Donc on ne va pas faire une racine carrée, on va simplement laisser tel quel et notre fonction de comparaison va marcher. Ça, faut bien se dire, c'est une petite optimisation. Et c'est assez sympa. Donc, ici, vous voyez, on peut même le remplacer avec un lambda. Donc, voilà, ici, on peut même encore remplacer notre IDE fait tout à notre place. Désolé, mon casque s'était coupé. Ça m'arrive des fois. Donc, ici, vous voyez, donc, on a, si la comparaison est nulle, ça veut dire qu'on n'a encore jamais appelé la fonction. Et après, on assigne ce comparateur. Et après, ici, il faut simplement retourner la référence vers ce comparateur. Et pourquoi on appelle ça une lazy initialization? C'est parce que, imaginez, vous démarrez votre programme, et c'est une librairie et tout ça, et imaginez, vous faites pas de lazy initialization pour tous vos classes et tout ça. Imaginez, vous avez des centaines de milliers de classes ainsi, avec des complexes et tout ça, plein d'objets mathématiques. Eh ben, si vous le faites dans le constructeur et que c'est pas une lazy initialization, bah, dès que vous démarrez votre programme, même si vous ne vous servez pas de la classe complexe, eh ben, elle sera initialisée. Seulement, vous n'avez pas envie de ça. Et vous voulez en faire en sorte que ici, il n'y ait pas plusieurs initialisations, donc vous protégez votre comparateur ainsi. Donc voilà, ça c'est un design pattern qui est assez intéressant. Ici, bah, du coup, maintenant qu'on a notre instance qui rend un truc, eh ben, on peut maintenant voir si c'est trié. On a notre comparateur, donc ici comme c'est une instance classique, c'est complexe, et puis hop, voilà. Et maintenant,
on fait hop, et le résultat, eh ben, comme vous l'attendez, il y avait peu de chances que ça soit trié. Mais ça, c'est notre job à nous de trier. Et on peut regarder la documentation. Ici, la documentation, vous allez le voir. On aura, pour les arrêts, on a array.sort, ici, comme vous pouvez le voir. Et ici, on a euh, ici une surcharge de la méthode qui permet de travailler des int, des bytes, tout ça. Et nous, on a besoin de celle-ci. Hop. Du coup, on a notre array générique ici, dataset. Ouais. Et on aura aussi un comparateur à donner. Donc on donne à chaque fois. Donc à chaque fois, on utilise cette fonction. On peut même, dès le début de notre programme, dire qu'on a un comparateur. Hop. Comparateur de complexe. On va l'appeler C. Et après, on fait nous, on fait pas, non, hop, on appelle, hop, voilà. Du coup, ici, on n'a plus besoin d'appeler cette fonction-là. Hop, on a directement dans le scope local accès à C. Hop, comme ça, on appelle plusieurs fois la fonction. Et on fait un rappel, hop. Et voilà, comme on a donné le comparateur ici, on n'a même pas besoin, regardez, on a tellement décomposé notre logique qu'on n'a même pas besoin de savoir ce que fait sort. On a juste à lui donner un comparateur, la façon dont on compare les objets, et il va appliquer euh, un algorithme pour trier toutes ces données. Donc ici on va réafficher out .println. En fait ici il suffit que je copie tout ça. Voilà. Donc on avait ces données là et puis hop, comme vous pouvez voir, avec notre fonction de comparaison, on a à chaque fois trié tout ça. Ici le plus grand il se trouve tout à la fin. Donc on a tellement scindé notre programme en logique qu'on a une interface assez sympa pour pouvoir trier des données. Donc ici on peut aller même voir dans la doc comment il fait. Là ils utilisent un legacy merge sort si c'est fait. Sinon on sort. Ici on voit qu'ils font des implémentations de tout ça. Mais voilà, on a délégué la responsabilité de trier tout ça à des implémentations d'une librairie. Et bien nous on va faire pareil pour notre projet, mais on va le faire dans la partie 2 de la d'une vidéo. Ça, on va d'abord finir par évaluer les performances de notre programme. Donc pour faire ça, ici, il faut d'abord enregistrer le nom, donc tic, hop, égale system.nanotime. Donc ça c'est en nanosecondes, hop, égale system.nanotime. Puis on va afficher tac moins tic pour savoir le nombre de secondes qu'a pris notre programme. Donc on a ce nombre de nanosecondes pour faire fonctionner tout notre programme. Et après on verra que on peut, si jamais notre projet, n'est pas assez efficace, donc qu'il y a des problèmes de performance, et ben là on va pouvoir optimiser nous-mêmes notre programme. Et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. C'est-à-dire que ici, on a l'API Java qui nous propose de trier nos complexes de cette manière-là. Mais si jamais donc c'est assez simple de le faire. Mais si jamais on a besoin d'optimiser une partie du programme, et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo, eh ben, on va réimplémenter nous-mêmes ces mécanismes. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.